see stars? This is God. Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Popcorn pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. This is an unexpected move for her. Aujourd'hui, on parle d'un grand classique de l'horreur sorti en 1984, Les Griffes de la Nuit. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va parler de nombreuses anecdotes de tournage et je suis presque sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Le film est donc réalisé par Wes Craven, l'un des maîtres du cinéma d'horreur, à qui on doit notamment La Colline à des yeux, La Dernière Maison sur la gauche et la saga Scream. Le film est inspiré de faits réels et se base sur une étrange affaire qui a eu lieu dans les années 70 autour d'un jeune garçon qui est décédé dans son sommeil à la suite de nombreux cauchemars particulièrement intenses. Le jeune homme en question avait fait part à sa famille de ses terreurs nocturnes et était censé suivre un traitement médical à base de somnifères qu'il refusait de prendre par peur de s'endormir. Au bout de quelques jours à veiller devant la télé, le garçon finit par succomber à la fatigue. Alors soulagés que leur enfant dorme enfin paisiblement, les parents vont le mettre dans son lit afin de retourner se coucher. Un peu plus tard dans la nuit, ils sont réveillés par des cris venant de la chambre de leur enfant. Ils accourent donc pour voir ce qui se passe, mais avant d'avoir pu arriver jusqu'à lui, l'enfant s'écroule et tombe raide mort. Après avoir lu cet article, Wes Craven commence donc l'écriture de ce qui deviendra plus tard Les Griffes de la Nuit. Mais alors, Les Griffes de la Nuit, ça raconte quoi au final ? A l'instar de Scream, le film s'ouvre sur une jeune étudiante du nom de Tina qui tente désespérément d'échapper à un assaillant dans ce qui semble être une usine désaffectée. Soudainement, la jeune femme se réveille, soulagée de découvrir que ce n'était qu'un rêve. C'est alors qu'elle constate que sa chemise de nuit a été en partie entaillée durant son sommeil. Suite à ça, on découvre alors notre groupe d'adolescents qui vont donc faire office de chair à pâté pour notre tueur cauchemardesque. Groupe composé donc de Glenn, Nancy, Rod le blouson noir de la bande et donc Tina, celle qu'on voit dans l'introduction du film. Après que Tina raconte son cauchemar à son groupe d'amis, Nancy leur révèle avoir vécu exactement la même chose dans la nuit précédente. Tina ne voulant pas rester seule, les quatre amis se retrouvent afin de passer la soirée chez elle. C'est alors que Rod et Tina transgressent la règle principale dans les films d'horreur. Pas de sexe. Après leur ébat, on apprend donc que Rod aurait également été victime de cauchemars la nuit précédente. Le mystère s'épaissit. Suite à quoi, tout le monde s'endort dans la maison alors qu'une étrange présence maléfique semble rôder autour de nos protagonistes. Tina se fait à nouveau attaquer dans ses rêves, mais cette fois les dommages affligés par son étrange assaillant au visage complètement brûlé se répercutent directement dans la réalité. Elle finit donc par se faire éventrer devant les yeux de son petit ami Rod, qui reste complètement impuissant et décide de prendre la fuite après l'incident. C'est donc Glenn et Nancy qui découvrent le corps et finissent au commissariat afin d'être auditionnés par la police. Rod, qui est accusé du meurtre, est donc arrêté dans la foulée, mais évidemment il clame son innocence. Nancy se rend donc en classe, mais épuisée par la nuit mouvementée qu'elle vient de vivre, finit par s'endormir sur son bureau. Elle tombe donc à nouveau en plein cauchemar dans laquelle elle se fait à nouveau poursuivre par Freddy dans la même usine qu'on avait vue au début du film. Elle parvient néanmoins à lui échapper en se brûlant volontairement le bras afin de se réveiller et de sortir de son cauchemar. Elle rentre donc chez elle et décide d'aller se détendre en prenant un bon bain chaud. Elle finit par s'endormir et se faire à nouveau agresser par Freddy, et c'est là qu'elle commence doucement à comprendre ce qui se passe. Elle pique donc des pilules anti-somnolence dans l'armoire à pharmacie de sa mère et va ensuite s'enfermer dans sa chambre. Elle est rejointe par Glenn, alias Johnny Depp, qui attendait tel un pervers lubrique à sa fenêtre. Nancy missionne donc Glenn de la surveiller pendant son sommeil, mais il finit par s'endormir également et donc laisser Nancy livrée à elle-même complètement sans défense. Durant son sommeil, elle aperçoit Freddy qui s'apprête à attaquer Rod dans sa cellule. Suite à quoi, elle se fait à nouveau poursuivre, mais elle est sauvée de façon inextrémiste par la sonnerie de son réveil. Elle convainc donc Glenn de l'accompagner au poste de police afin de vérifier que tout va bien, mais malheureusement, ils arrivent trop tard, ce qui signe donc la fin de parcours pour le dénommé Rod, alias Blouson Noir. Puisque Nancy a découvert le corps de 2 personnes en moins de 48 heures, sa mère, plutôt inquiète, l'accompagne à l'hôpital afin d'effectuer différents tests neurologiques durant son sommeil. Après un nouveau cauchemar devant les yeux des médecins et de sa mère, Nancy parvient à ramener du monde des rêves le chapeau de son assaillant portant le nom de son propriétaire, Fred Krueger. C'est là que la mère fait des aveux à sa fille. Elle lui confie connaître ce nom et assure à sa fille que le propriétaire de ce chapeau est mort déjà depuis très longtemps. Elle lui explique qu'il s'agissait d'un tueur en série qui s'en prenait aux enfants du quartier.
La police a donc fini par l'arrêter, mais à la suite d'un vice de procédure, il fut remis en liberté plutôt rapidement. Suite à quoi les parents ont décidé de se lancer dans une espèce de chasse à l'homme, au bout duquel ils sont parvenus à coincer Freddy dans une usine désaffectée avant d'y mettre le feu. Nancy élabore donc un plan afin de se débarrasser du croque-mitaine. Elle compte s'endormir afin de l'attraper, tandis que Glenn est chargé de la réveiller au bon moment afin de faire revenir Freddy dans la réalité de la même manière que pour le chapeau. Une fois ceci étant fait, elle prévoit de se débarrasser de lui en demandant à Glenn de le tabasser à coups de batte de baseball. Sur le papier, son plan a tout pour fonctionner. Le problème, c'est que Glenn va s'endormir à nouveau. Décidément, on peut vraiment pas lui faire confiance à celui-là. Il se fait donc littéralement happer par Freddy dans un tourbillon d'hémoglobine qui ferait pâlir Sam Raimi. N'ayant donc plus d'acolyte à qui demander de l'épauler dans son ambitieuse entreprise, elle décide de quand même effectuer son plan et demande à son père, qui se trouve également être le shérif du village, de la réveiller au bout de 20 minutes. Celui-ci ne semble d'ailleurs pas comprendre un seul mot du plan qui est censé les débarrasser de l'entité maléfique, mais accepte tout de même de l'aider. Nancy parvient à ramener Freddy dans la réalité et l'attaquer à l'aide de pièges dignes de Maman, j'ai raté l'avion. Après une lutte plutôt acharnée, elle réussit donc à bannir définitivement Freddy de la réalité. Sa mère, disparue un peu plus tôt dans le film, et tous ses amis sont donc libérés du monde des rêves et tout est bien qui finit bien. Mais en réalité, pas du tout, puisque la dernière scène nous fait comprendre que personne n'a été libéré et que en réalité, Nancy est maintenant elle aussi prisonnière du monde des cauchemars dans lequel Freddy règne en maître absolu. Et là, c'est la fin. Dans le rôle de Glenn, on retrouve donc Johnny Depp qui délivre ici sa toute première performance sur grand écran. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Dans le rôle de Nancy, on retrouve donc Heather Langenkamp, qu'on retrouvera donc dans les suites de Freddy, mais également dans le film Shockers ou dans la série The Midnight Club. Dans le rôle principal, on a donc Robert Englund, et en plus d'être connu pour avoir incarné Freddy pas moins de 8 fois au cinéma, vous avez également pu le voir dans le film Wishmaster, Massacre au Palais du Rire et plusieurs épisodes de la série Lake Placid. Concernant le design final de Freddy, il vient d'un souvenir d'enfance de Wes Craven dans lequel le réalisateur s'est approché de sa fenêtre une nuit alors qu'il avait entendu un bruit étrange dans sa ruelle. Il aperçoit donc un homme au milieu de la route portant un vieux chapeau usé qui le fixe étrangement. Après s'être réfugié dans son lit un moment afin de se rassurer, le jeune garçon est retourné vérifier à sa fenêtre, mais l'homme était planté juste devant, immobile, et le fixait d'un œil malveillant. Le jeune Wes a donc réveillé toute sa famille en hurlant, mais le temps que tout le monde se réveille, l'homme avait mystérieusement disparu. Wes Craven a eu énormément de mal à se faire financer pour réaliser son film. Après les sorties des Vendredi 13 et Halloween, les gens commençaient à penser que l'ère des slashers était révolue. De nombreux producteurs potentiels lui ont donc refusé le projet, principalement car ils estimaient que le scénario ne faisait pas assez peur et qu'il ne serait pas pris au sérieux par le grand public. Vient donc l'arrivée d'un homme qui va tout changer au projet, un homme nommé Robert Shaye. Étant le seul producteur à avoir apprécié le scénario, il va remuer ciel et terre pendant près de 3 ans afin de trouver des investisseurs et du financement potentiel. C'est donc avec un budget estimé à environ 1,8 million de dollars que le tournage des Griffes de la Nuit a pu enfin commencer. La transformation que l'acteur devait subir afin de se glisser dans la peau de Fred Krueger était particulièrement lourde et longue à réaliser. Plus de 3h30 de make-up tous les matins à base de tonnes de colle, de maquillage et de prothèses en latex. Le gant à lame de Freddy était lourd et particulièrement encombrant. Chaque mouvement était calculé et pour les gros plans, ils ont dû utiliser des lames en caoutchouc pour éviter que l'acteur ne se blesse ou blesse l'un de ses collègues. Tous ces effets pratiques ont finalement permis à l'acteur de délivrer une prestation mythique qui reste encore aujourd'hui une base d'inspiration pour de nombreux cinéastes. Concernant la scène de la mort de Glenn, le lit utilisé a été particulièrement modifié afin de renforcer l'illusion que le lit avalait le personnage. Il y avait un matelas découpé et des mécanismes sous le lit pour engloutir Johnny Depp progressivement. Des câbles et treuils contrôlaient en fait le mouvement des draps et du corps pour donner l'impression qu'ils étaient aspirés vers le matelas. Pour la suite de la scène, le lit était en réalité fixé au plafond, ce qui a permis de lâcher une énorme quantité de faux sang réalisé à base de sirop de maïs et de colorants alimentaires, une recette plutôt répandue à l'époque, donnant l'illusion une fois l'image retournée que le sang jaillissait du matelas. Concernant la scène où Freddy sort du mur au-dessus du lit de Nancy au début du film, le trucage a en fait été réalisé à l'aide d'un grand drap blanc tendu contre le lit et d'un éclairage adéquat.
Une fois installé, il suffisait donc à Robert Englund de s'appuyer contre le drap et de bouger lentement afin de créer une silhouette inquiétante donnant l'illusion que Freddy sort du mur de la chambre. Pour le trucage suivant qui met en scène la mort de Tina, une pièce 100% rotative a été construite pour les besoins du film. Le budget étant extrêmement serré, la pièce n'était pas motorisée et nécessitait donc un équilibrage parfait afin de pouvoir tourner sur demande. Chaque élément du décor a donc été fixé minutieusement et l'actrice n'avait plus qu'à se rouler sur les murs et au plafond, ce qui permettait donc de créer cette illusion en faisant pivoter la pièce entière. D'ailleurs, je soupçonne que dans un souci budgétaire, ils aient utilisé la même pièce afin de mettre en scène le lit au plafond qui servira pour la scène de la mort de Glenn. Et voilà, c'est terminé pour les anecdotes, maintenant je vais vous donner mon avis définitif sur le film. Pour moi, Les Griffes de la Nuit n'est pas juste un slasher classique, c'est un film d'horreur qui joue avec ton imagination et tes peurs d'enfant. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le film continue d'influencer le monde de l'horreur plus de 40 ans après sa sortie. Alors certes, certains effets spéciaux ont un peu vieilli, je pense notamment à la scène des escaliers ou à la scène du téléphone, mais ça reste quand même plutôt convaincant et très impressionnant pour l'époque. Quant à l'héroïne, elle est plutôt bien écrite et délivre une performance plutôt convaincante sans jamais en faire trop ou tomber dans la lourdeur. Pour conclure, je dirais que les astuces pratiques utilisées, les cauchemars et les personnages attachants en font un film que je reverrai encore et que je ne peux donc que vous recommander. Et voilà, cette critique sur le film Les Griffes de la Nuit de Wes Craven est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu, moi c'était un vrai plaisir à tourner. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Kellogg's, portez-vous bien, ciao ciao.